Donc, moi, c'est Paul-Émile Chinda. Je suis architecte urbaniste de formation euh, à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme à Lomé. Et donc, par la suite, j'ai eu à faire un master en politique urbaine, urban policy. C'est vrai que politique, souvent traduit en français, c'est toujours un peu difficile. Est-ce que policy, c'est politique ou bien est-ce que c'est un peu plus lié à la réglementation? Mais qu'à ça ne tienne, j'ai eu donc à faire un master en politique urbaine et maintenant, je fais une thèse de doctorat en études urbaines où je m'intéresse justement aux pratiques de l'agriculture urbaine dans les pays du Sud, globalement. Et donc, je vais inviter peut-être rapidement les autres panélistes à prendre la parole, peut-être pour se présenter avant qu'on ne continue. Ok, je peux? Oui, bien sûr. Ok. Donc, je suis Scarlett Zongo. Je suis urbaniste de formation. J'ai gradué de l'UQAM, d'ailleurs. Et Ah, oui, j'ai un master en génie de l'environnement de l'ETS, École de technologie supérieure de Montréal. Et je suis rentrée en Afrique il y a 8 ans environ. Et j'ai développé des initiatives allant dans le développement durable et j'ai occupé également le poste de conseillère technique auprès du maire de Ouagadougou en termes de environnement, développement durable. Et j'ai notamment accompagné toutes les questions d'agriculture urbaine dans la ville de Ouagadougou pendant 4 ans. Voilà, merci. ouais. Ah, ça fait une très belle expérience, donc elle sera très enrichissante pour notre discussion ce matin, parce que le thème justement porte sur l'agriculture urbaine, notamment en lien avec la planification urbaine. Là, je sais pas, Abdoulaye, si... Sinon, Allô, bonjour. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, très bien. Merci. Je suis Abdoulaye Diaga. Je suis guinéen, chef des nationalités. Euh, j'ai une formation de base en informatique appliquée à la gestion des entreprises à l'Institut supérieur d'informatique de Dakar. Et en même temps, après ça, je suis titulaire d'une triple licence en développement communautaire euh, et en économie et gestion des entreprises. J'ai un master en développement territorial, développement local et gestion des collectivités territoriales avec l'Institut de formation ouverte à distance l'Agence universelle de la francophonie. Je suis de la même promotion que M. Jean Honoré, effectivement. C'est un plaisir pour moi de le retrouver ici encore, voilà, parmi les panélistes. Merci à vous. Super. Ah ben, je pense que ce matin, on aura des discussions très enrichissantes vu la diversité des expertises, des champs, des casquettes qu'ont les différents panélistes. Et donc, je vois que Honoré est connecté. Honoré, je t'ai passé, euh, tu peux prendre la parole pour te présenter. alors, bonsoir à tout le monde, vous me recevez? Oui, très bien. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation et très heureux de partager ce panel que je connais, notamment euh, et, et collègue de Abdoulaye Diaga, dont il a fait mention tout à l'heure. Je suis bel et bien Aïwandi Nino Potou Honoré, tout simplement Honoré Potou, je suis urbaniste, diplômé de l'école inter-État d'architecture et d'urbanisme de Lomé au Togo. Je viens de compléter mon parcours académique avec un master en développement local et gestion des collectivités. Et je suis par ailleurs inscrit au tableau de l'Ordre national des humanistes du Cameroun et par ailleurs inscrit en deuxième année de doctorat au centre. Je suis consultant et voilà, c'est ce que je fais pour le moment. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe. Je remercie le réseau pour m'avoir convié à cette réunion.
à cet échange. Merci. Bien, nous vous remercions. C'est vrai que, désolé à Pagui, j'ai pris la parole directement. J'étais tellement excité de, de discuter ce matin sans lui donner la parole, peut-être dans un premier temps d'introduire. Mais Pagui, je ne sais pas si tu aurais quelque chose à dire pour tous les invités au nom du réseau ce matin. Bonjour à tous. Nous remercions le Qui est caché. panel. Nous remercions le panel pour avoir répondu à cet appel, à cette main tendue. Et vraiment, nous savons que cet échange va permettre à ce que des idées novatrices puissent naître et notamment voilà, apporter notre modeste contribution dans tout ce qui est lié aux enjeux dans le développement des villes. Donc, merci beaucoup et nous vous souhaitons un très bel échange et nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Chindara, pour la parole. Merci beaucoup. Pareil, donc, pour les échanges ce matin, le sujet ou le thème qui nous a été proposé et que nous avons par ailleurs eu à discuter de cela un peu avec les panélistes, c'était de réfléchir sur le système alimentaire et colonisation, voire décolonisation, notamment la controverse autour de la prise en compte de l'agriculture urbaine dans les documents de planification urbaine en Afrique. Et donc, pour la discussion ce matin, vous avez écouté tous les trois panélistes qui nous accompagneront sur ce sujet ou vont nous entretenir sur ce sujet. Et donc, la discussion va se faire de façon vraiment ouverte, relaxe et informelle, entre guillemets, je dirais. Et on a donc une série de questions qui orienteront nos discussions, mais des questions ne seront pas dirigées de façon spécifique vers l'un des panélistes. C'est vrai que, il m'arrivera souvent à relancer ou bien à jouer le rôle ingrat d'habitude si les interventions sont un peu longues, question de pouvoir rassurer que nous restons dans les délais. Ça devrait prendre environ 1h30 nos échanges. Et également, je pense que si tous les autres panélistes sont d'accord, s'il y a un des intervenants qui souhaite dire un mot, n'hésitez pas, ça peut se faire dans le chat directement. Vous pouvez poser vos questions directement. Après, on aura un moment d'échange avec vous. Mais s'il y a une question assez toutes les questions sont pertinentes. J'allais dire une question assez pertinente, mais toutes les questions sont pertinentes. On pourra répondre au fur et à mesure que nous allons avancer dans nos discussions. Et donc, ce sujet a été proposé au regard du contexte, je dirais, la recrudescence des crises sociopolitiques, économiques, environnementales qu'on observe un peu partout dans les différentes régions du monde, notamment d'Afrique subsaharienne. Et donc, ces différentes crises-là ont suscité comme une sorte de regain d'intérêt pour les pratiques agricoles en milieu urbain, mais malheureusement, le constat est que suivant certaines régions ou suivant certains pays, le cadre réglementaire ne prend pas en compte toujours cette pratique-là en milieu urbain. Et donc, cela nous a mené à revoir un peu, à réfléchir sur tous les enjeux de politiques liées notamment à la colonisation ou encore au processus de décolonisation en cours. Comment est-ce que cela affecte le système alimentaire dans son ensemble et, et quelles sont les stratégies et actions qui peuvent être mises en place pour pouvoir faciliter l'intégration notamment de l'agriculture urbaine ou du système alimentaire global au plan d'urbanisme en Afrique. Et donc, avant de peut-être nous lancer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous écoutent, il m'apparaît intéressant ou important dans un premier temps de pouvoir définir un peu les différents concepts qui seront abordés ce matin. Question de pouvoir créer un peu le cadre, donner un cadre à nos discussions. Et donc, sans plus tarder, je vais inviter peut-être les panélistes à se prononcer un tout petit peu sur leur compréhension de c'est quoi un système alimentaire, c'est quoi l'agriculture urbaine et notamment c'est quoi, comment percevoir
au niveau aussi bien de la littérature académique encore dans les expériences de pratique quotidienne, les enjeux liés à la décolonisation. Et donc, vous avez la parole à qui souhaite la prendre pour discuter d'abord ou proposer d'abord à ceux qui nous écoutent la définition du système alimentaire. Là, je ne sais pas si vous m'écoutez. OK, je ne sais pas, c'est Scarlett qui veut se lancer. Mais merci de briser la glace. Ok. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Euh, les systèmes alimentaires, ce sont généralement les réseaux de production, de stockage, de transformation, de sécurisation aussi nécessaires pour que les aliments parviennent du point de production au consommateur final dans les villes. Et l'agriculture urbaine, c'est l'ensemble des pratiques agricoles et des processus connexes en milieu urbain et aussi périurbain. Donc, voici ma définition pour briser la glace. Merci beaucoup. Là, je ne sais pas si Honoré peut-être veut compléter quelque chose ou Abdoulaye, à cette définition-là. Là, justement, il faut quand même mentionner le fait que dans la littérature, Euh, on ne parvient oui, pas je également à voudrais pouvoir juste, trouver un consensus. voilà, je voudrais juste compléter. Effectivement, c'est toute une chaîne quand même. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? D'accord. Oui, très Moi, bien. je dirais que j'allais juste compléter. Effectivement, c'est une chaîne qui est là. C'est bon tant qu'elle a parlé des différents maillons de cette chaîne-là, mais il faut compléter avec les acteurs aussi. Parce qu'il y a des acteurs qui sont impliqués dans tous les maillons de la chaîne, notamment au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la commercialisation et au niveau de la consommation. Donc, il faut impliquer les acteurs dans la définition, n'est-ce pas, du système alimentaire. À vous. Je, je, Merci je, beaucoup. je peux compléter, je peux dire un mot? Oui, tout à fait. Merci. Je compléterai la définition cette fois-là en mettant en exergue l'utilisation des ressources, notamment en ce qui concerne la définition de l'agriculture urbaine et périurbaine. Euh, dans cette forme d'agriculture, en tout cas dans cette pratique, on invoque la nécessité, ou bien cela appelle l'utilisation des ressources, notamment la ressource en terre, la ressource en eau, mais également la main d'œuvre. C'est nécessairement dans le but de satisfaire les besoins de la population urbaine, notamment en termes de tout ce qui est production agricole. Donc, au-delà des jeux d'acteurs dont l'ami a parlé, je veux la mettre en exergue la question de ressources qui est utilisée pour la pratique de l'agriculture, mais également mettre en exergue le fait que cela s'inscrit dans la logique de répondre à des besoins de la population en termes d'alimentation. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, en fait, je vais faire l'effort de résumer un peu ce qui a été dit. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Et donc, on a défini le système alimentaire comme étant l'ensemble, le processus, si j'ai retenu, de la production qui part de la production alimentaire dans les champs jusqu'à la consommation au niveau des plants. Au niveau de l'agriculture urbaine, j'ai retenu deux éléments importants qui ont été ajoutés dans la définition qui a été proposée par Scarlett, notamment celle qui porte sur l'ensemble de la production en milieu urbain ou périurbain, et dont là, Abdoulaye a complété en mettant en avant le rôle des acteurs qui est important à prendre en compte et honorer précisant, au-delà du rôle des acteurs, euh, d'intégrer également dans la définition le fait que finalement cette agriculture sert ou bien va permettre de pouvoir apporter des ressources alimentaires aux populations. Mais l'élément que je voudrais, peut-être qu'on insiste un peu là-dessus, c'est de faire la différence entre système alimentaire et agriculture urbaine. Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, quelle serait la différence entre les deux? Honoré, peut-être tu voudrais nous préciser un peu la différence à ce niveau?
Oui, bien évidemment, je pense qu'au point de vue sémantique, lorsqu'on parle de système, on voit un ensemble d'éléments qui interagissent. Et la conscience a bien voulu revenir sur la chaîne partant de la production au transport, à la commercialisation et voilà, plus dans la consommation. Donc, lorsqu'on parle du système alimentaire, on met là en exergue toute cette, voilà, les qui a avec pour principal objet au sein duquel on a l'agriculture, quoi. Voilà. Donc, on a un élément central qui est l'agriculture périurbaine et qui est en réalité qui est le centre des débats lorsqu'on parle du système alimentaire. Maintenant, dans ce système-là, on a toute une chaîne qui part de la production jusqu'à la consommation finale. Voilà. Merci beaucoup. Désolé d'insister sur cet aspect-là, c'est juste que ça permet de pouvoir au fait, avoir une meilleure compréhension, surtout pour pour ceux qui nous écoutent. Et donc, là, nos discussions, une fois que ce décor a été planté, va être organisé en quatre parties. Nous allons discuter dans un premier temps des systèmes alimentaires et des colonisations, ensuite des processus d'accès à la terre, les conflits et tensions derrière les pratiques de la culture urbaine et surtout les stratégies de prise en compte de la culture urbaine dans les plans d'urbanisme. Et donc, je voudrais donc aborder avec vous la première partie sur le système alimentaire et décolonisation, et notamment comment est-ce que la colonisation a-t-elle influencé et continue quelque part influencer le système alimentaire en Afrique? Peut-être je serai obligé de nommer quelqu'un, peut-être Scarlett. J'attendais que peut-être vous, Ouais, ou bien, de façon à que vous puissiez prendre la parole. Ok, il y a D'accord, quelqu'un. donc je vais prendre la parole si vous Ok, voulez. ok, super, merci beaucoup. D'accord, merci, merci beaucoup. Je pense que ce que vous avez dit, la colonisation et la décolonisation, ont tous impacté, n'est-ce pas, les systèmes alimentaires en Afrique. Moi, je dirais peut-être qu'au niveau des systèmes alimentaires en Afrique, il y a eu un héritage quand même. Il y a eu un héritage qui est laissé par la colonisation à ce stade, euh, qui est actuellement en train d'être suivi, n'est-ce pas, par les politiques. Et aussi, c'est comme si on avait un néocolonialisme quelque part dans un premier temps. Donc, il faut penser quand même aux pratiques qui étaient considérées pendant la colonisation, notamment la priorisation des cultures, par exemple, qu'on faisait à l'époque. Parce que on s'est focalisé beaucoup plus sur les cultures des rentes qu'on appelait cultures d'exportation, qui pouvaient permettre vraiment de favoriser les colons, parce qu'on savait que ces cultures de rente comme le café, cacao et coton devraient les servir quand même davantage dans leur plan. Donc il faut tenir compte de cela au détriment des cultures vivrières locales qui permettaient, n'est-ce pas, aux locaux d'assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette orientation, quand même, il faut le reconnaître, a marginalisé l'agriculture urbaine dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on l'a considérée d'ailleurs même comme une activité qui était une activité secondaire, qui n'était pas au premier plan. Donc, à ce stade, la colonisation vraiment a beaucoup plus impacté, n'est-ce pas, le système alimentaire. On parle aussi de l'urbanisation rapide, euh, qui a induit effectivement, qui a été induite plutôt par la colonisation, euh, avait une vision négative de l'agriculture urbaine qui était perçue comme une activité qui n'était pas propre, qui n'était pas hygiénique, par exemple dans le monde urbain. Donc, on considérait que l'agriculture était tout à fait seulement considérée dans le monde rural, mais pas dans les grandes villes, bien dans les villes. Et il fallait aussi parler effectivement de la gestion de marché, le système de marché qui a été mis en place. Le système de marché ne favorisait effectivement pas, n'est-ce pas, la commercialisation des produits en faveur des petits producteurs, mais plutôt on orientait tout ça vers des grandes entreprises qui pouvaient aussi être, je vais dire, des machines pour les colonisateurs, au fait. Donc, ça allait vers eux. Maintenant, tout cela
tout cela vraiment a occasionné des conséquences qui ne sont pas des moindres pour le continent africain, notamment quand on parle par exemple de la marginalisation de l'agriculture urbaine. On considérait tout simplement les infrastructures, on considérait les industries, on considérait tout simplement aussi les mobiliers, les logements, c'est-à-dire on avait dit que l'espace urbain était simplement réservé soit aux industries, soit aux logements, ou bien soit, n'est-ce pas, aux infrastructures. Donc, il fallait aussi voir cet aspect-là. Et effectivement, il y avait aussi des conflits, hein. Il y avait aussi des conflits au niveau des villes, les tensions entre les usagers agricoles et les autres usagers de l'espace urbain qui voulaient coûte que coûte, n'est-ce pas, construire des maisons, construire des bâtiments ou bien les utiliser, n'est-ce pas, à usage industriel ou bien en tout cas à usage, à usage je vais dire, lucratif, donc qui pouvait leur permettre de gagner encore des ressources financières. Donc là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais laisser la parole certainement aux autres panélistes pour que je revienne encore après quoi à vous. Ok, merci beaucoup. C'est super intéressant. Donc, ce que j'ai dû retenir, c'est le rôle que le pouvoir a joué sur les politiques alimentaires en Afrique et qui finalement ont eu à influencer le système alimentaire urbain. Et peut-être pour les autres panélistes, pour Scarlett et Honoré, je voudrais demander comment est-ce que ces structures de pouvoir qui sont héritées de la colonisation continuent-elles à influencer les systèmes alimentaires aujourd'hui? Oui, effectivement. Effectivement, je pense que c'est une question de priorité. Je veux d'abord revenir sur les propos de Diaga qui, en réalité, a mis en fond de toile la place de l'agriculture dans le quotidien. Nous avons longtemps relégué comme une activité purement qui devrait être développée euh, dans des zones rurales, dans un contexte où on parle très souvent d'insécurité alimentaire, avec un système alimentaire, comme c'est la problématique sur laquelle nous discutons, qui est fortement dépendant de l'importation. Et cela, on va plus loin, on peut également questionner les habitudes alimentaires des citoyens africains, mais également questionner la place, finalement, qu'a l'agriculture dans les documents de planification. Est-ce qu'on lui donne suffisamment de pouvoir? Est-ce on crée suffisamment d'espace pour pouvoir développer cette agriculture-là? Lorsqu'on connaît l'ensemble des fonctions que revêt cette agriculture urbaine pour le bon fonctionnement à la fois du développement, mais pour également assurer la sécurité alimentaire des populations qui y vivent, quoi. Voilà ce que je peux dire. Merci. Ok, merci beaucoup, Honoré. C'est vrai que là, tu abordes beaucoup de choses et nous aurons le temps de revenir un peu plus en profondeur là-dessus au fil de nos discussions, notamment la place de l'agriculture dans les documents de planification et également la prise en compte de l'agriculture urbaine. Et justement, par rapport à cette observation que tu as faite, j'aimerais avoir l'avis de Scarlett sur la perception qu'ont les praticiens avec sa riche expérience de pratique de l'agriculture urbaine à Ouagadougou, j'imagine, et dans beaucoup d'autres villes africaines. Quelle est la perception qu'ont les praticiens de l'agriculture urbaine en milieu urbain? Est-ce une activité qui a sa place en ville ou pas? Euh, oui, merci pour la parole. Je dirais que l'agriculture urbaine, bon, de par mon background, j'ai le volet développement durable qui est assez pointu chez moi. Et donc, je vois personnellement dans l'agriculture urbaine une façon de régler plusieurs problèmes à la fois. Donc, vous savez que l'agriculture urbaine, c'est bon pour la souveraineté des villes parce qu'elles font face, les villes, à des défis en lien avec les systèmes alimentaires urbains, mais également avec l'accroissement même de la population urbaine en général, l'expansion des urbaines sur les terres agricoles périurbaines. Il y a l'éloignement des lieux de production, de consommation et les difficultés de stockage qui créent des disparités dans l'accès à l'alimentation saine et de qualité pour tous.
il y a l'insécurité alimentaire qui est aggravée par les changements climatiques, mais il y a également la vulnérabilité aux crises. On l'a vu avec la COVID-19 où les villes avaient du mal à se fournir en aliments frais et les coûts ont explosé, ce qui a rendu encore plus vulnérables les populations déjà marginalisées. Donc, l'agriculture urbaine, en fait, c'est une façon de ramener la production le plus proche possible des consommateurs et ça peut favoriser également des systèmes de lutte contre les changements climatiques à travers des cultures intégrées ou des approches intégrées d'agroforesterie, d'agro-élevage, etc. Merci beaucoup. Là, vous faites très bien d'apporter cette précision-là. Et justement, puisque vous avez la parole, je souhaiterais que vous la gardiez et que peut-être vous nous donnez votre avis sur, selon vous, est-ce que l'agriculture urbaine est suffisamment prise en compte dans les documents de planification urbaine en Afrique ou bien dans les pays où vous avez une expérience de pratique, mais beaucoup plus en Afrique subsaharienne? Est-ce que c'est suffisamment pris en compte, selon vous? Pas assez, parce que, bon, pas assez. Par contre, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un regain de conscience, une prise de conscience, en fait, sur l'importance de l'alimentation urbaine, bon, l'alimentation en milieu urbain, parce que, il y a eu beaucoup d'impulsions dans les dernières années d'organismes comme le RUAF ou la FAO, des initiatives internationales comme le Pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines qui vraiment mettent le paquet pour que les villes comprennent leur responsabilité dans les systèmes alimentaires urbains, les systèmes alimentaires en général et l'agriculture urbaine en particulier. Et cette prise de conscience, pour moi, est très importante car elle permet aux villes de faire de faire avec ce qu'elles ont déjà en main, en fait. Parce que des fois, les documents de planification sont réalisés à un level un peu plus haut au niveau étatique. Chez nous, par exemple, c'est le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme qui réalise les documents de planification. Donc, ces documents ont une grande projection à long terme. Donc, ça peut être 5, 10, 20 ans. Et pendant ce temps, la dynamique et les réalités au niveau local peuvent profondément changer. Donc, il revient aux villes, en fait, à un moment donné, de prendre la chose en main, en fait, de se dire, bon, nous, on a une responsabilité de nourrir notre population. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Et moi, je suis fan de l'approche intégrée, comme je disais tantôt, de l'utilisation de l'existant, de ce qui a déjà été planifié et qu'on peut utiliser à des fins d'agriculture urbaine, en attendant que, bon, lors de la prochaine révision des documents de planification, qu'on puisse l'intégrer. Peut-être qu'à ce moment-là, les voix porteront un peu plus fort pour qu'il y ait vraiment une place réservée dans ces documents-là pour l'agriculture urbaine. Merci beaucoup. Et ben là, Abdoulaye, est-ce que vous partagez également cet avis? Est-ce que l'agriculture urbaine est suffisamment prise en compte des documents de planification? Si oui, comment? Et sinon, qu'est-ce qui, selon vous, explique l'absence de la prise en compte de l'agriculture urbaine dans les documents de planification? Oui, moi, je vais aborder effectivement dans le même sens que Madame Zongo tout à l'heure. C'est comme je l'ai dit au départ, hein, c'est comme si c'est le néocolonialisme qui continue. Les documents qui ont été déjà laissés par le colonisateur sont les mêmes documents qui continuent dans la plupart des pays africains. Pour moi, vraiment, cet aspect n'est pas suffisamment pris en compte dans les documents de planification. Dans les politiques en général, cet aspect n'est pas pris en compte. Mais c'est vrai, il y a eu une prise de conscience aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a compris avec la croissance démographique, l'urbanisation devient très rapide effectivement. Donc, on a compris qu'il y aura la pression sur les ressources alimentaires et donc il y aura la nécessité de nourrir les populations urbaines qui vont accroître effectivement. Cela a permis ou bien permettra de relancer l'intérêt pour l'agriculture urbaine parce qu'ils ont compris effectivement avec la croissance démographique et avec l'urbanisation rapide, il faut réviser les plans qui existent déjà ou bien en tout cas réintégrer ou bien écrire des politiques qui prennent en compte l'agriculture urbaine dans les grandes villes. Et il y a également la prise de conscience sur les enjeux environnementaux.
Parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, on sait que vraiment nous avons beaucoup d'impact sur la vie d'abord des populations, mais aussi sur leur sécurité alimentaire. Donc, il faudrait que l'agriculture urbaine, par exemple, arrive, n'est-ce pas, à résoudre un problème au niveau des grandes villes, notamment sur l'empreinte écologique et aussi pour favoriser la biodiversité, mais aussi pour réduire, n'est-ce pas, je vais dire, pour réduire un peu l'effet de gaz à effet de serre. Donc là, la capture du carbone, sinon la séquestration du carbone, va aussi être un point pour l'agriculture urbaine. Donc, c'est cette prise de conscience qui existe aujourd'hui. Mais aussi, à côté de tout ça, il faut voir aujourd'hui les acteurs qui sont impliqués. Il y a les acteurs de la société civile, il y a les agriculteurs urbains eux-mêmes qui peuvent contribuer à faire reconnaître l'importance de l'agriculture urbaine parce qu'ils ont compris effectivement que, vu ce qui se passe aujourd'hui et vu l'allure que la population mondiale est en train d'atteindre, donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je vois parce que si on voit aujourd'hui, à l'horizon 2050, on a une population de 9 milliards dans le monde, seulement parmi cette population, il y a 68% qui tendent, n'est-ce pas, vers 2050 aussi, vers les villes. Donc, pour moi, l'agriculture urbaine doit être considérée dans les documents des politiques et dans les plans d'urbanisme. C'est vrai, dans les pays, ça dépend aussi des départements qui s'occupent de ça, mais chez nous, par exemple, en Guinée, c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui s'occupe de l'actualisation, de l'élaboration, n'est-ce pas, des plans de l'urbanisme. Aujourd'hui même, nous sommes en train de travailler sur la politique foncière nationale qui est pilotée effectivement par ces mêmes départements. À l'intérieur de la politique, il y aura certainement des aspects qui vont toucher l'agriculture urbaine et périurbaine. Bravo. C'est J'aimerais vraiment ajouter, intéressant. Oui, pardon, Scarlett? Non, nous j'aimerais ajouter t'écoutons. un point concernant les documents de planification. C'est bien beau d'intégrer l'agriculture urbaine dans les documents de planification, mais eux-mêmes, les documents même de planification, des fois, ils sont même dépassés avant d'être mis en œuvre pour toutes sortes de raisons. Ça peut être manque de ressources, manque de sécurisation foncière. Par exemple, chez nous, ça a pris tellement de temps avant que le plan d'aménagement du Grand Ouaga soit adopté que lorsqu'on est arrivé pour l'implémenter, il n'y avait plus d'espace parce que bon, la nature a horreur du vide. Beaucoup de choses se sont passées sur le terrain. Et donc, ce plan est devenu inefficace, inopérant en raison du temps qui s'est écoulé entre le moment où on a élaboré le plan et le moment où on vient pour le mettre en œuvre. Donc, moi, je pense que dans beaucoup de cas, c'est le terrain qui commande la manœuvre, comme on dit. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Merci beaucoup. Et Honoré? Oui, moi, je vais plutôt faire une interpellation aux praticiens, hein, Mm. après, bon, c'est les praticiens, notamment les urbanistes en l'occurrence, qui ont cette grosse responsabilité de prendre cette dimension-là lors de l'élaboration, mais également la réalisation de ces documents de planification. Parce qu'on peut-être ne le dit pas assez, l'agriculture urbaine a une grande capacité de contribuer au développement urbain durable de nos différentes villes, de par sa capacité à relever les enjeux à la fois alimentaires, à la fois économiques, les enjeux environnementaux, mais également les enjeux d'ordre sécuritaire. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment, cette agriculture-là, en tant qu'activité économique, est pourvoyeuse d'emplois pour ces nombreux citoyens dont la grande majorité de leurs revenus en dépendent. Mais malheureusement, voilà, quelquefois, en connaissance de cause ou non, on arrive à planifier des espaces pour des destinations autres que l'agriculture alors que voilà, comment on appelle ça, les caractéristiques physiques et géologiques du sol étaient pourtant plutôt très intéressants pour le mouvement des activités agricoles. Mais il faut déjà que nous, les praticiens, nous puissions les intégrer, nous puissions comprendre les enjeux. Voilà, la capacité de l'agriculture ben, à répondre aux enjeux du développement urbain durable. Et voilà, et que lors de la planification des usages du sol, voilà, on y consacre une bonne partie au développement de ces pratiques-là.
C'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Honoré, pour cette précision, notamment pour le point que tu soulèves sur le rôle de l'agriculture urbaine. Et justement, cela m'amène au fait, ça me fait penser à certains auteurs qui ont mis en avant le fait que dans plusieurs politiques africaines, justement, l'agriculture est vue comme le support vers l'industrialisation et qu'on va pas voir de l'agriculture pour l'agriculture elle-même, mais va la percevoir sous l'angle de comment est-ce que, c'est-à-dire un élément qui va contribuer au processus d'industrialisation. Et justement, lorsque tu soulèves le rôle également des acteurs, cela m'amène à aborder l'autre partie de notre discussion qui porte sur, au fait, qui va nous permettre de comprendre réellement quelles sont les difficultés, parce que de vos trois interventions, il ressort clairement que l'agriculture urbaine n'est pas suffisamment prise en compte dans les documents de planification. Et donc, j'aimerais qu'on essaye de voir un peu ensemble quelles sont les difficultés, pourquoi est-ce que cela n'est pas suffisamment pris en compte. Et avant cela, peut-être aborder l'un des enjeux importants de la pratique de l'agriculture, le support de cette pratique-là, c'est la terre, les mécanismes d'accès à la terre. Et donc, je voudrais avoir votre avis dans un premier temps, quels sont généralement les mécanismes qui vont être employés par les agriculteurs pour accéder à la terre. Bon, je crois que dans tous les pays, ces mécanismes sont classiques, hein, si vous me permettez de répondre à chaud. Mhm. Allô? Oui, Allô? nous t'écoutons très bien. Nous t'écoutons Voilà, très bien. répondre à chaud, ces mécanismes sont classiques, hein, pratiquement dans tous les pays. C'est la location, pour certains, c'est de l'achat. Voilà. Donc, indépendamment de la volonté, de la capacité de ces agriculteurs-là, voilà, ils peuvent procéder par location des terres pour pouvoir développer l'agriculture ou alors par achat. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant, après, il y a des contraintes derrière parce que, voilà, quel est leur pouvoir d'achat pour pouvoir en acheter des domaines, pour pouvoir développer de l'agriculture sur des vastes domaines. Parfois, c'est ce genre de contraintes auxquelles ils sont exposés. Après, il y a également le cadre juridique qui est parfois très contraignant. Il y a les pesanteurs administratifs, voilà, qui ne rendent toujours pas facile l'accès à la terre, quoi, pour permettre de développer cette agriculture à la fois urbaine et périurbaine. Sans compter à côté les pressions liées à la forte urbanisation que connaît nos grandes villes et nos villes secondaires. Peut-être Scarlett? Chez nous, c'est en zone périurbaine, c'est un peu comme ce que Honoré a dit, c'est-à-dire l'achat ou la location. Mais en zone urbaine, généralement, l'agriculture urbaine se pratique dans les interstices des lotissements, sur les terrains vides qui appartiennent à des gens ou le long des cours d'eau. Donc, des fois, ce sont sur des terrains publics, des fois, ce sont sur des terrains privés. Donc, généralement, quand c'est sur des terrains publics, bon, nous, on est resté un peu traditionnel. Ça veut dire que dans, par exemple, la zone où se situe un espace qu'un agriculteur urbain veut exploiter, il peut voir, par exemple, le chef local pour exposer sa demande ou demander aux anciens qui peuvent lui octroyer un petit lopin de terre à cultiver. Et dans ce cas-là, il profite de l'usufruit en fait de l'espace sans que l'espace ne lui appartienne, sans qu'il n'ait aucun droit sur l'espace qu'il utilise. Dans le cas des propriétés privées, ça se passe dans les quartiers, dans tous les quartiers. Lorsque, par exemple, quelqu'un n'a pas construit sur sa parcelle, il y a quelqu'un du quartier qui a besoin d'utiliser sa terre pendant la saison des pluies, qui peut l'approcher, lui demander gentiment. Des fois, ils acceptent gratuitement. Des fois, ils demandent un petit retour, un petit revenu contre l'utilisation de leur site. En tout cas, la plupart du temps, ça se passe ainsi. Maintenant, depuis quelques années, la commune de Ouagadougou a des projets qui lui appartiennent, d'agriculture urbaine. Et pour ces terrains-là, elle les aménage et elle les met à disposition des associations. Donc, pour pouvoir avoir accès, il faut juste approcher l'association qui fédère, la fédération de ces associations-là. Tu te mets sur une liste d'attente et lorsque la place est disponible, lorsqu'on a développé plus de terres ou plus de terres sont devenues viables, on peut t'attribuer des planches de culture que tu exploites et puis voilà. C'est comme ça que ça se passe à Ouagadougou. Très belle initiative.
Et là, je sais pas, Abdoulaye, est-ce que la situation est différente en Guinée? Oui, bon, il y a des choses qui se ressemblent, quand même, il y a des ressemblances des choses ici aussi. Ici, d'ailleurs, même nous peinons à rapprocher le cadre juridique au traditionnel. C'est un problème à notre niveau ici parce que, comme je vous l'ai dit, l'État dit que oui, la terre lui appartient, mais on n'a même pas, on n'a pas une politique foncière nationale déjà qui est valide. C'est ça le problème. On dit que oui, il y a des textes juridiques qui sont là, mais aussi l'application de ces textes reste très difficile. Le plus souvent, c'est vrai, je vais rejoindre les autres panélistes qui ont abordé les mécanismes traditionnels pour l'accès à la terre. Moi, je vais dire que oui, bon, peut-être Jean Honoré qui fait partie, il a travaillé dans ces domaines en Guinée, il peut en savoir plus, mais le mécanisme traditionnel, il est beaucoup plus utilisé dans le monde rural en général, où on parle peut-être de l'héritage quand la terre est transmise de génération en génération, au sein d'une communauté, au sein d'une famille, par exemple, bien au sein d'un clan, c'est souvent le mode d'accès qui est principal dans le monde rural le plus souvent. Et il y a des cas aussi où on parle de dons, par exemple, quand le chef de famille décide, ou bien je vais dire, oui, le chef de famille décide d'octroyer à une personne cette terre. Oui, ça se fait aussi ici en Guinée, la terre elle est offerte en cadeau, notamment en guise de dot, par exemple, à des niveaux différents, ou bien pour sceller des alliances vraiment entre des couples. Et il y a effectivement des gens qui occupent la terre parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'occupe pendant plusieurs années. Et il y a des gens qui viennent s'installer pendant plusieurs années. Maintenant, c'est après que l'État revient pour dire que non, ici, c'est un domaine réservé à l'État. Et maintenant, on procède à la casse, on procède à quoi? À déguerpir les gens. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'en Guinée aussi, nous avons vraiment cette difficulté-là. Et il y a les droits d'usage coutumier qui sont les plus utilisés. Les communautés locales sont souvent développées, plutôt ont souvent développé des systèmes coutumiers vraiment qui résistent l'accès à la terre basé sur les règles sociétales, à la terre Apparemment, à un niveau, hein, Je vais à un compléter niveau. après. Donc, c'est juste un exemple que je vous dis, je ne sais pas si vous m'entendez. oui, très bien. Il y a eu un Et petit... voilà, maintenant, oh, d'accord. Donc, je disais que les communautés locales aussi ont souvent développé des systèmes coutumiers qui leur permettent vraiment d'accéder à la terre. Ces droits coutumiers sont basés le plus souvent sur des règles sociales et religieuses. Parce que c'est là où vous entendez qu'on dise que oui, la femme n'a pas droit à la terre dans sa famille paternelle, mais elle a droit à la terre là où elle va se marier. Donc, tout ça, ce sont des choses vraiment qui sont difficiles à gérer. C'est pourquoi j'ai dit au départ, on a encore du mal à rapprocher le cadre juridique au coutumier ou bien en tout cas au traditionnel. Mais en quelque sorte aussi, il y a des mécanismes qu'on appelle formels. Par exemple, quand il s'agit de la location des terres, qui permettent, par exemple, d'accéder à la terre sans en être propriétaire, là, tu t'approches à un coutumier, par exemple, à un chef coutumier, et tu dis que vraiment, j'ai besoin de lopin de terre et je dois cultiver tel nombre d'hectares, ainsi de suite. Là, il peut te donner ça avec un écrit des fois et des fois sans écrit même. Il y a aussi l'achat. L'achat aussi, ça fait partie hein, des mécanismes d'accès à la terre en Guinée. Vous verrez ici une communauté ou bien en tout cas un groupe de personnes qui s'approprient, je vais dire, d'un grand domaine et ils vont faire le lotissement et même ils vont continuer à faire l'achat. Donc, vous voyez un peu, c'est pourquoi je vous disais au départ que nous peinons toujours à appliquer le cadre juridique vraiment sur cet aspect-là. Et voilà un peu en réalité ce que nous vivons en Guinée, mais il y a aussi des mécanismes formels. Par exemple, où on dit on fait le partage des terres, les agriculteurs peuvent partager les terres entre eux, par exemple, ou bien entre les membres de leur communauté. Et il y a également des gens qui viendront pour dire, OK, moi, je voudrais cultiver dans votre domaine, et après, je vous donne, par exemple, une bonne partie de ma récolte, après, voilà, en échange. Donc, voilà un peu ce qui se passe ici aussi, hein.
En Guinée, nous avons les mêmes problèmes que les autres. Ah bon. Je peux compléter? Désolé, je vais devoir avancer un peu. Nous n'avons plus Un élément, assez de temps. Par contre, tu peux garder la parole, mais je voudrais plutôt qu'on aborde la question des motivations et des motivations de la pratique de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qui généralement va motiver les personnes à pratiquer l'agriculture en milieu urbain? bon, là, vous allez me permettre de compléter, hein, et là, vous verrez directement le lien avec votre question. Abdoulaye fait bien de le dire. Nous avons conduit pour le compte d'une organisation en Guinée une étude sur la gouvernance foncière. Et cette étude a montré, fort malheureusement, que les principaux acteurs, notamment les femmes et les jeunes qui pratiquent cette activité-là, bien qu'au plan légal, euh, sont autorisés à avoir librement ou bien autorisés comme toute personne à avoir la terre. Mais malheureusement, du fait des contraintes liées au droit coutumier, très souvent n'y ont pas accès. Pourtant, voilà, nous savons bel et bien qu'à la fois dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, ce sont ces femmes-là et ces jeunes-là qui pratiquent l'agriculture, mais malheureusement, elles n'ont pas accès à cette ressource-là. Maintenant, sur les raisons de motivation et de démotivation, je vais convoquer euh, le regard de la société déjà. Nous sommes dans un environnement où très souvent on considère l'agriculteur ou bien celui qui fait de l'agriculture comme quelqu'un qui a raté sa vie. C'est une première source de démotivation. Après encore, il y a l'environnement même, l'environnement économique, parce que on ne peut pas exclure le manque d'équipement, parce que quelquefois, les personnes qui exercent ce métier sont confrontées au pourrissement de la production. Je prends un cas comme la tomate qui est pratiquée, par exemple, dans une ville comme Fumut, que je connais un peu mieux. C'est une ville qui a une forte capacité de production en tomates, mais très souvent entre le champ où la tomate est produite et les lieux d'approvisionnement, une bonne partie de la production elle se dégrade. Donc, il y a des problèmes d'équipement parce que généralement, pour résoudre ce genre de problème, on crée des centres de conservation dans ces zones-là. Donc, il y a un il y a un problème économique. Il y a un problème infrastructurel qui est parfois les causes de démotivation de ces personnes-là. Et, et ces cas-là sont légion dans nos villes. Après, également, il y a le temps. Indépendamment de la culture qu'on fait, quelquefois, ça demande un peu du temps pour avoir des retours sur investissement. Et après, voilà, les jeunes parfois sont plutôt attirés par des métiers qui produisent des effets dans le court terme, alors qu'indépendamment de la culture qu'on fait, parfois, ça demande du long terme. Après, également, il y a, je ne voudrais pas revenir sur les questions d'accès aux fonciers, il y a les questions également de moyens, parce que l'agriculture en tant qu'activité économique demande d'avoir des fonds assez conséquents pour pouvoir la pratiquer sur des surfaces importantes. Donc, il y a les contraintes infrastructurelles, il y a les contraintes liées à l'accès aux ressources, aux ressources, à la ressource terre, il y a les contraintes liées à la finance pour pouvoir investir dans le projet, et il y a également le regard et la perception d'autrui vis-à-vis de cette activité-là. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que vous avez dit. Merci beaucoup pour cette information. Et justement, je vous invite aussi de temps en temps à regarder dans le chat. On a des contributions très intéressantes là qui pourraient également nourrir nos discussions. Notamment, j'ai sous les yeux Alexandre qui parle justement non, c'est pas. Je vais aller à l'autre contribution, celle de Bobis, qui lui justement évoque toutes les questions liées à la pollution. Je crois qu'Honoré, dans son dernière intervention, évoquait également cela en termes de contraintes auxquelles sont confrontées les pratiques agricoles en milieu urbain en général. Et je voudrais également entendre l'avis des panélistes là-dessus. Est-ce qu'autour de vous, vous observez comme comment je peux appeler ça? Comme des personnes, des familles qui s'inquiètent de la qualité des produits qu'ils vont consommer. Est-ce qu'il y a comme une sorte de prise de conscience quant à la qualité des produits consommés, notamment
celles qui sont produites en milieu urbain? Je sais pas, peut-être Scarlett, Ouais, Abdoulaye. je, je pense, Euh, oui, alors peut-être avant de poursuivre sur cette question, je voudrais renchérir hein, sur ce que les collègues ont dit sur les motivations Ok, pour la pratique de l'agriculture urbaine. ok, Vous savez, aujourd'hui, on est en train de tendre vers une population qui augmente en croissance rapide. D'ici 2050, comme je l'ai dit au départ, on aura près de 9 milliards de personnes sur la planète et que l'Afrique n'est pas à marge de tout ça. À mon sens, vu que cette population est en train d'augmenter, en tenant compte effectivement de l'exode rural encore qui est en train de se développer, où tous les gens qui sont, tous les producteurs qui sont déjà en milieu rural continuent à venir vers les grandes villes, on sait qu'on peut être confronté à une situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Donc, à ce stade, pour moi, l'une des motivations encore, c'est pour améliorer la sécurité alimentaire dans les grandes villes. Parce que le plus souvent, l'accès aux aliments frais produits localement est un enjeu très majeur, hein, surtout en milieu urbain, par exemple, où les populations sont souvent confrontés à des problèmes d'insécurité alimentaire. Je vais prendre juste un exemple, hein, juste un petit exemple. La dernière fois, nous avons subi des inondations ici en Guinée, surtout à Conakry. Et voilà, les grandes villes aux alentours de Conakry qui servaient des légumes, des produits frais à la capitale. Dans ces zones-là, il y avait des inondations, il y avait des ponts qui ont été coupés, des infrastructures qui ont été complètement, n'est-ce pas, détruites. Alors, on est resté quelques jours sans avoir ces produits frais. Et partout où il y avait ces produits, c'était très cher, les prix ont flambé, les prix ont augmenté. Donc, c'était juste pour vous dire encore, une fois que nous avons besoin de cette agriculture périurbaine pour améliorer la sécurité alimentaire. Et il y a également un autre aspect qui est très intéressant pour moi, c'est au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, vous entendez dire non, il faut qu'on fasse ville verte, ville verte, ville verte. Tout ça, c'est pourquoi ce n'est pas juste pour embellir la ville, mais c'est pour peut-être permettre à avoir un bon air quand même, hein, de vivre, c'est-à-dire d'avoir la qualité de l'air que nous respirons et en même temps pouvoir séquestrer le carbone et réduire le gaz à effet de serre quand même que nous connaissons aujourd'hui. Donc, à mon sens, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent, n'est-ce pas, dans la motivation de la pratique de l'agriculture urbaine en Afrique. C'est vrai, Jean vient d'évoquer tout ce qui est lié aux contraintes. Là, je ne vais pas y revenir, mais il faudra juste compléter les contraintes, les réglementations contraignantes, par exemple, les règles d'urbanisme qui peuvent limiter les possibilités d'aménagement des jardins et des potagers en ville. Je vais juste donner un exemple aussi, c'est la même chose en Guinée. Il y a eu des gens qui ont été déguerpis alors qu'ils pratiquaient de l'agriculture autour de leur maison. Ils ont été déguerpis, leurs maisons ont été démolies. On dit que ce sont des domaines réservés à l'État. Donc voilà, les gens-là ont perdu deux fois. Ils ont perdu non seulement l'agriculture qu'ils pratiquaient, mais aussi ils ont perdu également leur maison. Donc cela conduit à quoi? À une insécurité alimentaire, quelque part, partout où ils seront, ou bien à une malnutrition à un niveau donné. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la motivation. Maintenant, si vous voudrez bien revenir sur la question que vous avez posée, parce que je n'ai pas suivi la question, s'il vous plaît. C'était justement de faire le lien justement entre cette motivation-là et d'éventuels conflits et tensions qui pourraient naître dans la pratique de l'agriculture urbaine, notamment entre les personnes qui sont amenées à le faire et éventuellement les autorités qui seraient opposées à cette pratique-là. Et donc, c'était de Oui, savoir, oui. est-ce qu'il y a des conflits et tensions dans la pratique de l'agriculture urbaine? Si oui, entre qui et pourquoi? Oui, je vais dire oui, il y en a effectivement, d'abord entre deux catégories hein, d'acteurs. Il y a d'abord, n'est-ce pas, les agriculteurs urbains et aussi les personnes qui habitent dans ces milieux-là pour un partage de terres.
et aussi entre les agriculteurs eux-mêmes, n'est-ce pas, et l'État à un moment donné, je vais dire peut-être au département qui est en charge de l'urbanisme. Je viens de donner tout de suite un exemple frappant. Effectivement, par exemple, en milieu urbain, vous savez que, il y a la pression qui est là. La pression est là. Tout le monde veut avoir un domaine pour construire une maison, pour vivre décemment, comme on aime le dire. Mais quand même, quand quelqu'un vient là-bas pour dire que bon, j'ai besoin d'avoir un lopin de terre avec toi pour faire une agriculture urbaine, voilà, c'est là le problème. Ou bien des fois, les gens disent, OK, ici c'est pour moi. J'avais déjà acheté ici, j'avais déjà construit quelque chose, donc tu ne peux pas venir m'enlever ça, voilà, etc., etc. Maintenant, par rapport à l'État, c'est quand on dit que non, on laisse les gens travailler jusqu'à un niveau, et après, on vient les déguerpir pour dire que non, c'était un domaine de l'État qui n'avait pas été préalablement, n'est-ce pas, identifié comme domaine de l'État. C'est vrai, quand la population est en avance par rapport à l'État, tous ces conflits peuvent naître aussi également, parce que les gens vont continuer à travailler et par après, l'État viendra dire que non, c'est ma propriété, donc du coup, vous allez déguerpir. Donc voilà un peu les conflits qui sont nés le plus souvent entre les acteurs ici, en Guinée, par exemple. À vous. Ok. Et là, Scarlett, je sais pas, tu voudrais te prononcer un peu sur cette question de conflit. Je vais revenir sur un petit aspect qui a été posé, une question qui a été posée mais qui n'a pas été répondue, notamment sur la sécurité alimentaire. Justement, avec l'essor de la classe moyenne, c'est surtout la classe moyenne qui demande de la sécurité pour la traçabilité, notamment des produits qu'elle consomme. On voit l'implication de plus en plus grande du secteur privé qui peut facilement faciliter pardon, la traçabilité de ces produits-là. Donc, il y a des entreprises, par exemple, au Burkina, qui offrent des paniers de la ferme à la table et qui permettent voilà, aux populations qui sont concernées par leur sécurité alimentaire de savoir exactement d'où proviennent les aliments qu'ils consomment. Et je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit dans la plupart des villes africaines. Et ça, moi, je l'attribue en tout cas à l'essor de la classe moyenne. Maintenant, pour revenir à la question des tensions concernant l'agriculture urbaine, j'aimerais revenir sur ce que mon prédécesseur a dit par rapport à l'État. Les conflits, c'est surtout entre l'État et puis les agriculteurs urbains, parce que j'ai l'impression, hein, c'est mon impression personnelle, que les, les autres usages semblent plus importants pour les décideurs que l'agriculture urbaine. Donc, ils ont tendance à, même lorsqu'ils planifient des espaces réservés à l'agriculture urbaine, ils ont tendance à les voir comme des réserves foncières. Et donc, dès qu'ils en ont besoin, bon, ils viennent, ils font le ménage et puis ils passent à autre chose. Et la plupart du temps, pardon? Ah, donc, la plupart du temps, lorsque c'est des projets étatiques, bon, les agriculteurs, les occupants du site ne sont pas forcément dédommagés. Mais par contre, lorsque ce sont des projets financés par des bailleurs, à ce moment-là, il y a des exigences du bailleur qui s'appliquent et il y a peut-être des compensations qui sont données à ces personnes-là pour la perte, pour compenser la perte de leurs revenus. Voilà ce que j'avais à dire par C'est rapport à ça. super. Et là, justement, je voudrais inviter ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas dans le chat aussi s'il y a des liens qui donnent accès à certains documents, notamment, là, Scarlett vient de parler de toute cette activité qui est mise en œuvre au Burkina pour faciliter l'accès à l'alimentation. Et donc, si peut-être il y a des liens qui renvoient vers des documents ou vers ces projets-là, sur des sites où ils sont documentés, n'hésitez pas à partager avec nous dans le chat. Aussi honorer notamment l'étude sur le foncier en Guinée. N'hésitez pas s'il y a des publications qui ont été faites à ce sujet. Et donc, je voudrais peut-être accélérer un peu au regard, justement, en regardant aussi des questions qui ont été posées dans le chat, des inquiétudes sur la taille de l'agriculture en milieu urbain. Est-ce que ça devrait se pratiquer sur des grands espaces? Je vois par exemple la question de Russell qui dit
comment des grands champs seraient vus en pleine ville lorsqu'on prône aussi l'esthétique urbaine. Je crois que ça rejoint un peu l'intervention de Scarlett il y a quelques instants sur la place même de cette agriculture en milieu urbain, l'acceptation de cette pratique agricole-là, notamment par les autorités. Et donc, mais peut-être avant d'aller à cette question-là de façon spécifique, je voudrais un peu euh, avoir votre avis sur, ou pas votre avis, partager avec nous quels sont les facteurs qui déterminent l'intégration de l'agriculture urbaine dans les plans d'urbanisme et de développement durable en général. Là, je sais pas, Honoré, tu voudrais peut-être réagir, monsieur? J'ai pas compris la question. La question était au niveau des facteurs qui déterminent l'intégration de l'agriculture urbaine dans les documents d'urbanisme en général. Ouais, qui devrait, je voudrais dire, qui Oui. devrait être pose. Voilà. Bon, sinon, je pense que ça rejoint un peu l'inquiétude je crois bien, de Russell qui demande en réalité quelle serait la perception du citoyen lambda de voir dans une ville des très grands domaines, voilà, cultivés. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais on a des cas. Quand je prends, je vous allez m'excuser de revenir à chaque fois dessus. Pour ceux qui ont fait la ville de Fumbote dans la région de l'Ouest au Cameroun, lorsque vous la traversez venant de Fumbote en allant lorsque vous venant de Bafoussam en allant vers Tabac, ce domaine-là, c'est flagrant. Mais ça ne cause en réalité aucun problème. Au contraire, euh, lorsqu'on questionne lorsqu'on questionne tous les avantages au plan environnemental que cela procure à la ville, en réalité, ça ne devrait pas poser un problème. Au contraire, on doit changer ce regard d'activité agricole comme un élément qui ne contribue pas à rendre le paysage agréable. Non, on peut, pourquoi pas même développer du tourisme agricole en valorisant le développement ou bien la programmation de très grands domaines voilà, dans le cadre de l'organisation et de la planification des usages des sols. Voilà, donc si on met en avant les enjeux d'ordre environnemental, parce que l'agriculture y contribue. Si on met au devant de la scène les questions d'ordre, les enjeux d'ordre sociaux, les enjeux d'ordre économique, parce qu'à travers le mois de cette agriculture-là, on crée des emplois. Si on met au devant de la scène les enjeux d'ordre alimentaire, parce qu'on contribue à la réduction de la problématique d'insécurité alimentaire, je crois que l'intégration de l'agriculture urbaine et périurbaine, en réalité, devrait être au cœur de la planification urbaine dans les pays africaines. Voilà ce que je puis dire. Mhm. Je ne sais pas Moi, si Scarlett. j'aimerais rajouter que il faut absolument une volonté politique et la nécessité d'innover. Parce que la volonté politique d'abord, parce que rien ne se fait tant que le premier responsable, le premier décideur n'est pas imprégné de toutes ces questions-là. Donc, on a beau être des techniciens en bas, on lui dit, bon, vous savez, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour le développement durable. Tant que le décideur lui-même n'est pas convaincu, vous allez voir, il va mettre les efforts qui seront mis en œuvre, en fait, au final, ne seront pas ceux qui seront attendus. Donc, il faut vraiment qu'au plus haut niveau, ça devienne une priorité d'intégrer l'agriculture urbaine à l'intérieur des politiques alimentaires urbaines. Donc, la gouvernance également, c'est un point très essentiel parce que sans gouvernance, tout ce que vous mettez en place, en fait, ça ne tient pas sur le long terme. J'aimerais ajouter qu'il faut de l'innovation. On le voit dans d'autres pays, c'est pas juste sur la terre qu'on fait de l'agriculture urbaine. Il y a les serres sur les toits. Il y a des pays où la plupart des toits, en tout cas, sont devenus des serres et produisent de l'alimentation, des denrées fraîches fraîches, oui, denrées, oui, bon, féminin, ok, des denrées fraîches pour la population locale. Donc, il faut innover en fait. Lors du dernier forum sur le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines qui s'est tenu à Ouaga, il y a eu l'expérience du Ghana que j'ai beaucoup appréciée. Donc, la ville d'Accra, en fait, a mis en place tout un mécanisme pour encourager les gens à produire chez eux. Donc, à la mairie, par exemple, il y a des mécanismes
qui sont disponibles, il y a des ressources qui sont disponibles qui peuvent vous permettre d'avoir non seulement des graines à planter chez vous, mais des tutos pour vous encourager en tout cas à vous imprégner de la question. C'est de l'alimentation, c'est de l'agriculture urbaine, sauf qu'à petite échelle, à l'échelle de la famille. Mais c'est déjà ça, parce que non seulement ça sensibilise les populations sur la question, et avoir la population de son côté, c'est un grand pas parce que ça permet en fait d'éveiller les consciences sur la question de l'alimentation urbaine. Et lorsque vient le moment de mettre en place des grands projets d'agriculture urbaine, ça ne choque personne. Au contraire, les gens sont pour, quoi. Donc, pour moi, il faut vraiment innover sur la question pour qu'on voit vraiment un changement se produire dans les prochaines années. Ok. Je crois que pour accélérer un peu nos discussions et ouvrir les échanges avec les autres participants, je vais résumer un peu les restes des questions que j'avais identifiées avec peut-être à l'endroit d'Abdoulaye. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des cas, est-ce que vous connaissez des exemples où l'agriculture a été intégrée dans des documents de planification, notamment en Afrique subsaharienne, et quelles leçons peut-on tirer éventuellement de ces cas-là, de ces examens-là? Est-ce que ça a marché finalement? Est-ce que ça a contribué à l'intégration justement de cette pratique-là en milieu urbain? Je sais pas si Abdoulaye, si nous sommes encore ensemble. Oui, oui, je suis en phase avec vous, effectivement. Peut-être pour, Mhm. avant de répondre à cette question, je voudrais beaucoup plus insister hein, sur ce que ma prédécesseure vient de parler, c'est-à-dire prendre en charge, prendre en compte plutôt cet aspect dans les documents de politique au plus haut niveau. Mais en plus de cela, il y a également, n'est-ce pas, le développement de partenariats publics-privés qui pouvaient aussi permettre, n'est-ce pas, à développer très bien l'agriculture urbaine et périurbaine, en tenant compte effectivement de sa reconnaissance au niveau des documents de politique qui existent au niveau pays. Mais aussi, il y a l'implication de la société civile qui doit être vraiment démise parce que la société civile, quand elle est forte, je pense qu'elle voit les actions qui doivent être orientées vers les populations et elle est aussi, elle doit être active aussi, n'est-ce pas, pour l'intérêt de la population, vu effectivement l'importance de l'agriculture urbaine et périurbaine, notamment dans les grandes villes. Maintenant, pour revenir un peu à la question que vous avez posée, s'il y a eu des cas, moi, je ne vais pas m'aventurer dessus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous, on n'a même pas une politique foncière nationale qui est déjà élaborée. Nous venons d'avoir aussi une politique sur l'urbanisme, c'est-à-dire je vais dire une programmation, une planification. Nous venons d'avoir un document qui a été rédigé ou formulé avec l'appui, n'est-ce pas, de l'ONU Habitat. Donc ça vient d'être fait. Nous sommes en train de réviser actuellement, effectivement, tout ce qui est lié à la planification. Mais à cela ne tient, je vais juste donner un exemple. Au niveau des Conakry, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la plaine de Symphonia ou les plaines de Symphonia. À l'université de Symphonia, par exemple, il y a des très grandes plaines là-bas qui sont là, qui sont exploitées par des coopératives, par des groupements de femmes et de jeunes, n'est-ce pas, pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de la ville de Conakry. Et ces plaines appartenaient à l'époque, n'est-ce pas, à l'université pour des champs d'expérimentation. Mais maintenant, comme on ne fait plus des champs d'expérimentation de ce genre, donc ces plaines-là ont été octroyées, n'est-ce pas, au groupement des femmes et des jeunes qui y travaillent. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question. À vous. Ok, merci beaucoup. Honoré, peut-être tu as quelque chose à ajouter? Oui, je vais revenir un peu sur le cas de football. Vous allez m'excuser parce qu'en même temps, ça fait mon terrain, donc je connais un peu plus sur la ville en question. La ville de Fumot a bénéficié d'une initiative soutenue par la FAO, que Abdoulaye connaît très certainement, l'initiative de nommer Initiative Ville Verte, dans laquelle elle a bénéficié. C'est vrai, c'est pas un document de planification classique,
Elle a bénéficié de l'élaboration d'une stratégie ville verte. Et l'idée, en fait, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait préserver les espaces périurbains à l'effet de pouvoir produire tout ce qui était maraîcher, qui était consommé à la fois dans la ville, mais également qui était exporté dans les, qui est également exporté dans les grandes villes et plus loin dans la sous-région. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, la FAO a accompagné les agriculteurs, non seulement au plan de la sécurisation des espaces où ils développaient ils pratiquaient de l'agriculture, leur accompagner en leur donnant les intrants, leur accompagner également en termes de formation. Donc, il y a de ces petites initiatives-là qui existent, mais qui sont encore très minimes, qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire bénéficier toutes les villes. Voilà, et aller plus loin, intégrer cela en part entière lorsqu'on élabore voilà, les documents de planification. Voilà. Merci beaucoup, Honoré. Et là, justement, je crois que comme tu as la parole, tu vas la garder pour répondre à cette question de Guy dans le chat. Comment évaluer une demande, une nécessité des zones agricoles en ville? J'ai pas bien compris la question. Comment évaluer une demande, une nécessité des zones agricoles en ville? Ah, d'accord. Voilà, je pense que déjà, cela devrait déjà s'inscrire peut-être dans la logique de préserver les identités. Les territoires ne sont pas les mêmes, les territoires n'ont pas les mêmes fonctions, n'ont pas les mêmes vocations. Indépendamment de la vocation qu'on veut donner à un territoire, voilà, on peut donc faire des arbitrages au moment de la programmation des usages. Il y a des territoires qui ont une forte identité agroéconomique. Vous allez m'excuser, je reviens sur le cas, par exemple, de Foucault, qui, de par, euh, qui, de par la richesse de son sous-sol, permet de produire du maraîcher qui à la fois alimente les grandes métropoles, mais également la sous-région Afrique centrale. Donc, dans un territoire comme celui-là, on ne peut pas planifier les usages de sol et ignorer cette pratique-là. Donc, il y a une question de vocation qu'il faut prendre en compte pour faire des arbitrages au niveau de la planification des usages du sol. Ce ne sera pas la même réalité avec une ville comme Yaoundé qui a plutôt une fonction beaucoup plus politique. Ce ne sera pas le cas avec une ville, par exemple, comme Fumban, qui a une fonction plutôt culturelle. Mais il faut tenir compte. Désolé, Honoré, je vais vous demander d'accélérer un peu vos réponses maintenant. Non, je disais, ça dépend en fait de la vocation, en fait. En fonction de la vocation qu'on veut donner à un territoire, on peut faire des arbitrages dans la planification des usages du sol. Et à ce moment-là, donner de l'importance ou non au développement de ces pratiques, à la fois dans les zones périurbaines et pourquoi pas à des échelles un peu plus grandes. Ce que je dirais à cette question. Ok, merci beaucoup. Et peut-être à l'endroit de Scarlett, suffit-il de réserver des espaces pour la pratique de l'agriculture urbaine? Ne serait-ce pas mieux d'accompagner cela par la modernisation du secteur pour attirer davantage les jeunes? Oui, comme je disais tantôt, tout espace qui est laissé libre, la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas d'activité au moment où on planifie l'espace, c'est pas la peine de planifier un espace réservé à l'agriculture urbaine. Si on ne doit rien faire là-dessus pendant au moins 1, 2 à 5 ans, il faut immédiatement, lorsqu'on le planifie, qu'on l'aménage ou qu'on prévoit des usages transitoires sur l'espace. Chez nous, en fait, c'est un grave problème. Tous les espaces qui ont été planifiés au départ, vu qu'il n'y a pas eu de sécurisation de ces espaces-là, c'est devenu autre chose. Je parle des espaces verts notamment, qui sont devenus des dépotoirs, il y a même eu accaparement de certains espaces verts à d'autres fins, appuyés par certains décideurs au niveau municipal. Donc, absolument, il faut aller par projet ou bien avoir une idée, des projets généraux en fait pour pouvoir gérer ce type d'espace-là. Donc, je reviens en fait sur la question de partage en fait d'expérience sur la ville de Ouagadougou. Il y a un espace qu'on appelle la ceinture verte de Ouaga qui a été planifié dans les années 70 qui fait environ 2050 hectares, qui était censé entourer la ville de Ouaga et qui, malheureusement, bon, les années sont passées, il n'y a pas eu de sécurisation foncière. Il y a beaucoup d'espaces de cette ceinture verte qui ont été colonisés par des habitats informels ou par d'autres types d'usages. Et aujourd'hui, on essaie
récupérer, revaloriser cette ceinture verte-là à travers des projets urbains verts. Mais ce n'est pas facile parce que imaginez qu'il y a même des bâtiments administratifs qui sont construits sur la ceinture verte, en fait. Donc, si vous Justement. n'êtes pas au taquet pour pouvoir protéger ces espaces-là, lorsque vous les planifiez, ben, en fait, vous n'avez rien fait, en fait. Là, justement, vous m'amenez à aborder une autre observation qui a été faite. Mais avant cela, je voudrais inviter, parce que vous avez abordé la question de l'urbanisme transitoire, ça me paraît un sujet très intéressant. Peut-être je lance comme ça à l'endroit des organisateurs, peut-être qu'ils pourraient faire l'objet d'une autre discussion plus tard. Et également, dans votre intervention, lorsque vous parlez de la nécessité de protéger les espaces, il y a le Guy qui écrit, les villes secondaires de ma compréhension, sont des terrains plus envisageables pour les pratiques agricoles et industrielles que les grandes villes où le mètre carré de terrain coûte 1 million. Abdoulaye, peut-être tu voudrais dire quelque chose là-dessus, sur le coût du foncier, les conflits entre les différents modes d'occupation de l'espace, notamment l'agriculture urbaine versus, qui parle ici de production industrielle, de pratiques agricoles industrielles. Abdoulaye, peut-être? Je ne sais pas si on a perdu Abdoulaye. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, maintenant. Donc là, Allô, je vous disais m'entendez? tantôt que Guy soulevait la question du coût du foncier et éventuellement, Allô, vous euh, m'entendez? oui, très bien. C'est pas si toi, tu nous entends? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Quelle est la question, s'il vous plaît? Parce que j'ai été Euh, coupé quelque temps et je n'ai pas suivi les échanges que vous avez fait tout à l'heure, s'il vous plaît. Ok, donc là, c'était beaucoup plus une observation et j'ai souhaité avoir ton avis là-dessus. Elle porte sur les conflits d'usage entre l'agriculture et d'autres activités en milieu urbain, en prenant en compte l'aspect lié au coût du foncier. Non, je n'ai pas d'autres options à explorer dans ce sens. Sinon, j'ai dit, je le répète encore, j'ai dit que les conflits sont nés entre des acteurs, notamment entre l'État ou le département en charge de l'urbanisme et aussi les agriculteurs qui sont déjà dans ces zones-là. Parce que le plus OK. souvent, on déguerpit des gens, on leur dit de voilà, vous occupez des domaines réservés à l'État, alors que auparavant, ils n'avaient pas été notifiés qu'ils devraient quitter ces gens-là parce que ces gens appartenaient à l'État. Donc, OK, merci c'est tout ce que je beaucoup. disais. Je ne sais pas si Bon, c'est là, justement, dans la même comme tu as la logique. parole, comme tu as la parole, je préfère te relancer sur une autre question, celle de Martin, qui demande, dans cette problématique, ne faudrait-il pas prendre en compte l'échelle de l'agriculture urbaine? Est-il possible de pratiquer l'agriculture sur de grandes surfaces en milieu urbain où l'acquisition du foncier est un réel frein? Oui, effectivement, tout à l'heure, je pense que Madame Zongo disait tout à l'heure que effectivement, il faudrait. Allô, vous m'entendez? Bon, je Oui, disais très tout à bien. l'heure que voilà, je disais tout à l'heure que Madame Zongo disait que euh, l'espace vide, n'est-ce pas, ne peut pas rester sans être utilisé, c'est ça, n'est-ce pas? Mais du monde urbain, il n'est pas facile d'obtenir effectivement des espaces très grands, mais plutôt il faut avoir une technologie, une innovation par rapport à l'utilisation de ces espaces qui existent déjà peut-être en milieu urbain. Parce que dans la plupart des cas, ce sont déjà des espaces qui sont réservés, comme je l'ai dit au début de mon intervention, comme je l'ai dit, que ce sont des espaces qui sont généralement réservés soit pour des industries, pour des logements ou bien pour des bâtiments publics, comme elle vient de dire tout à l'heure aussi au niveau de Ouagadougou. Donc, mais s'il y a des innovations, s'il y a des technologies
on utilise par exemple pour occuper ces espaces-là, je pense que ces espaces pourront être très utiles. Je peux parler aussi des jardins de cases, l'innovation sur les jardins de cases, parce que la FAO en tant que telle a réalisé des jardins de cases dans la plupart de ses interventions. Donc, c'est une innovation qui est là, qui permet vraiment à occuper les espaces urbains qui sont aussi de façon rationnelle, quoi, au fait. Merci beaucoup. Et Scarlett, comment un grand champ serait vu en pleine ville lorsqu'on prend aussi l'esthétique urbaine? Moi, je ne vois pas de problème avec ça. Je ne sais pas ce qui connaît. Bon, si vous connaissez Abidjan, quand vous sortez de l'aéroport, là, je pense que c'est à gauche, à votre gauche, là, en allant vers la ville. Je pense que c'est des champs, des bananeraies. Ça ne dérange personne de les voir là. En fait, ça ne dérange pas. En fait, il faut juste bien aménager l'espace autour et tout passe, en fait. Ça dépend de l'endroit où on a choisi d'aménager cet espace-là et qu'est-ce qu'on a mis autour. Est-ce que ça s'intègre dans l'ensemble ou bien est-ce que ça détonne? Ça dépend en fait de comment on le voit. Nous, par exemple, à Ouaga, on a une forêt urbaine qui est 220 hectares, quelque chose comme ça. Tout autour, il y a la vie qui bourdonne, mais à cet endroit précis, c'est un calme incroyable. Et c'est un poumon urbain, c'est un lieu de détente. Ça dépend en fait de qu'est-ce que vous mettez autour. C'est pas obligé d'être un no man's land où personne n'a envie d'aller. On peut l'intégrer de façon harmonieuse à l'aménagement urbain et ça le fait en fait. Et c'est normalement ça qu'on doit avoir. On ne doit pas mettre la nature ou l'agriculture à l'écart. On a besoin de l'agriculture, on a besoin de la nature à l'intérieur des villes. Là, c'est une très belle conclusion mais justement, par contre, conclusion, pas pour terminer avec notre séance, mais conclusion pour ouvrir peut-être à d'autres intervenants, d'autres personnes, participants qui souhaiteraient dire quelque chose. Je pense que j'ai fait l'effort de parcourir quand même dans le chat les, les questions qui ont été soulevées. Bon, mais s'il n'y a pas, euh, Russell, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, merci pour la parole et bonsoir à tous. Donc, je veux simplement répondre à l'intervention tout de suite de Madame Scarlett Zongo. Une réponse très pertinente enfin, que j'ai jugée très pertinente et je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, au-delà enfin, s'il faut reconstruire les villes sur ce qui existe déjà, on peut également profiter des vides urbains, des dents creuses qui existent dans les villes pour pouvoir planifier ce genre d'espace-là aussi. Mais après, la question que je me pose derrière, c'est peut-être celle de savoir est-ce que ça va être comme un milieu rural où chaque exploitant a sa parcelle ou bien est-ce que des mécanismes seront mis en place? En fait, c'est tout un système de gestion qui doit être mis derrière. Voilà. Et si moi, je devais conclure, je devais conclure au regard de tout ce qui a été dit, je dirais simplement que mieux qu'un simple enjeu à prendre en compte dans l'aménagement du terrain, l'agriculture urbaine aujourd'hui est à part entière une forme d'aménagement. Voilà. Ok, merci beaucoup, Lucelle. Donc, je remercie tous les panélistes, tous les différents intervenants. Désolé, Lucelle, on va pas te répondre parce que nous sommes déjà il nous reste 3 minutes quasiment pour clore. Mais nos échanges aujourd'hui, je peux retenir quelques points très importants qui ont été soulevés, notamment tout l'impact de la colonisation des enjeux de pouvoir autour des pratiques agricoles en milieu urbain. Et ces impacts-là ou ces enjeux de pouvoir-là ont beaucoup influencé la prise en compte de l'agriculture dans les documents de planification urbaine à telle enseigne qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, pour des différents exemples qui ont été pris, il manque comme des politiques mises en place pour pouvoir organiser toutes ces différentes pratiques-là. Et l'absence de ces politiques vont générer des conflits et des tensions dans la pratique de l'agriculture urbaine
et cela va avoir des répercussions sur la prise en compte de cette activité qui souvent est délaissée et ne pas suffisamment intégrée dans les documents de planification. Et donc, je vous remercie beaucoup pour les différentes interventions. Elles ont été très enrichissantes. Abdoulaye, Scarlett, Honoré. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour avoir des échanges comme celui-ci. Cet échange-là a été vraiment très enrichissant pour moi en tout cas, et je l'espère également pour vous. Et donc, peut-être les organisateurs, si peut-être les panélistes n'ont pas un mot de fin à donner, peut-être des organisateurs pourront donner le mot de fin. Monsieur Kassik avait levé la main, je ne sais pas s'il voulait dire quelque chose. Ah non, c'était juste Oui, par erreur, je pense, hein. Désolé. Ah, ok, d'accord. Merci, Monsieur Chinda, Émile, pour la modération et pour toute votre contribution. Je crois qu'il y a la présidente du réseau qui va conclure si elle est là. Merci. s'il vous plaît, j'ai levé la main, si vous me permettez. Oui, allez-y, monsieur. Merci, je vais profiter de cette instance pour vous remercier de m'avoir invité vraiment à cette séance. Et en même temps aussi, à travers tous les échanges qu'on a eu à faire, j'ai beaucoup appris. Ça m'a vraiment beaucoup renseigné. C'était l'importance vraiment de participer à ces panels aussi pour moi. J'ai compris que c'était un échange du donner et de recevoir. Et je profite également de l'occasion pour remercier M. Jean Honoré qui m'a identifié jusqu'à ce que, n'est-ce pas, les organisateurs prennent en compte ma participation. Donc, cela aussi me dit que je suis utile à vous et je resterai vraiment aussi disponible au cas où vous aurez besoin de ma contribution dans les prochaines étapes de votre parcours. Et je voudrais aussi vous donner des références par rapport à certaines informations, notamment sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la FAO en 2023, elle est disponible, n'est-ce pas, sur la page de la FAO. Et en même temps aussi d'autres documents qui pourraient aussi être intéressants par rapport, n'est-ce pas, au cadre stratégique de la FAO qui prend en compte euh, quatre améliorations, l'amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et du cadre de vie. Donc ça, tout ça, ça peut contribuer aussi, n'est-ce pas, à atteindre les objectifs dont on s'est fixé par rapport à l'atteinte de la sécurité alimentaire. À vous. Merci. Donc, merci, Monsieur Ba. Merci pour avoir répondu à cet appel, à cette démarche très bénévole. Donc, au nom du réseau, très modestement, nous vous remercions pour cet échange qui va participer, n'est-ce pas, à pouvoir apporter des réponses à la problématique qui a été soulevée. Et nous vous prions de bien vouloir rester connectés sur nos différentes pages pour les événements à venir. Et tout particulièrement, nous tenons à remercier l'Ordre national des urbanistes du Burkina Faso, l'Ordre national des urbanistes du Cameroun pour nous avoir proposé, n'est-ce pas, de leurs membres pour cet échange. Et nous remercions Madame Scarlett Zongo, Monsieur Kotonoré, Monsieur Abdoulaye Ba, et pour finir, Monsieur Émile Tchindar, n'est-ce pas, qui a travaillé dans l'ombre pour la réalisation de tous ces échanges, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une problématique qui a été, tout le travail qui a été fait en amont pour les questions, les thèmes de référence et tout le reste a été fait par Monsieur Tchindar Émile. Donc, nous vous remercions, nous prions, n'est-ce pas, tous les membres qui sont là dans l'assistance pour leur dire que le réseau est ouvert et si vous avez des sujets de débat d'actualité, si vous avez, n'est-ce pas, des problématiques que vous aimeriez soulever, hein, nous sommes là pour vous accompagner en ce sens parce que nous sommes aussi là pour pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à notre niveau au développement des villes et des territoires. Donc, sur ce, merci beaucoup et restez connectés. Bye bye.